Bienvenue dans Ça déraille, le podcast vélo qui ne parle que de triplés. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Paris-Nice avec les 3 victoires d'étape de suite de Pogačar, merci l'étape annulée, et de Tirreno Adriatico et la résurrection encore une fois pour la 150 millième fois de Primož Roglič. Et avec moi autour de la table pour parler de ces 2 courses, Rémi Dos Santos. Bonjour Johan. Bonjour à com- tous. Comment vas-tu ? Ben, ça va très bien. Eh bien, Malgré la défaite au foot ce matin. Tu m'étonnes. Ouais, c'est vrai que, alors pour le dire à tout le monde, on a tout simplement remporté une belle partie ce matin. Rémi Dos Santos était dans l'autre équipe. Et puis, il m'a mis un but quand j'étais dans le gardien. c'est et vrai. ça me fait. Oui. Franchement, ça me fait plaisir. J'avais même pas remarqué. Je marque tellement de buts. Avec nous, on marque très peu des buts. Anthony Nicolas, bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, messieurs, et je suis content de voir que Rémi aujourd'hui est à l'heure. Ah, Rémi C'est pas est là, souvent, c'est profitez. vrai. Et Théo arrive sur le gong. Alors ça, c'est un beau gong, ça. Théo, ça va ? Ça va et vous ? Oh, magnifique. Avec un joli casque, ça y est, maintenant on a que des mecs qui sont équipés en ce moment. On est bien payé, faut dire, sur Ça déraille. On est très très bien payé. On va essayer d'avancer, mais avant ça, j'ai une petite surprise. Il faut que je retrouve le message. Voilà, j'ai une petite surprise. Il y a un auditeur qui voulait faire passer un message à l'équipe. Bonjour à toute la clique du podcast Ça déraille. Malheureusement, je ne peux pas être là aujourd'hui. Néanmoins, j'ai une pensée toute particulière pour Anthony Nicolas, qu'on a encore beaucoup entendu, qui s'est vanté sur Twitter qu'il allait nous écraser sur la route du Tour, sur Paris-Nice. Résultat, j'ai bien regardé le classement, je ne l'ai pas vu dans le top 5, donc je suis un petit peu inquiet étant donné qu'on n'était que 7 au départ. Je me demande ce qu'Anthony est devenu. Salutations à tous. Bravo à Rémi qui a été un valeureux adversaire. Les autres, vous êtes nuls. Avec évidemment cette victoire de Jérémy Sakian dans notre fantasy, la roue du Tour qu'on a faite ensemble. Anthony, pas trop de déception par rapport à ton classement ? Non, j'ai toujours pas compris les règles du jeu de toute façon, donc j'ai fait l'équipe en catastrophe. Et en plus, il ment, parce qu'il dit que je suis pas dans le top 5, on est 7, et je crois dans le tableau qu'il y a 2 mecs derrière moi. Donc, je suis dans le top 5. Oui, d'ailleurs, il y a un des mecs Ce qui était- derrière Il toi. y a un mec qui était derrière toi Ouais. de toute façon dans cette salle. Ouais. Il y en a deux derrière moi qui ont encore moins bien compris les règles que moi. Théo, est-ce que tu peux t'expliquer Un petit mot. le généreux dernier, bien sûr, de cette route du Tour ? Mais non, mais une fois que j'avais raté mon mercato, de toute façon. Oui. Après ça, tu sais, les équipes françaises, elles passent leur temps à dire qu'elles ont pas de moyens, machin, tout ça. C'est dans la tête, c'est dans la tactique aussi. Je pouvais pas faire grand chose. Ouais, bon, c'est pas grave, on t'excuse, Théo, merci d'avoir joué. Il y en a pas mal qui ont joué, on fera ça pour les classiques d'ailleurs. En attendant, bon, on a fait un petit coup de frein à main, là, mais on va quand même avancer. C'est l'heure du départ. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. C'est un grand début de. Oui, un très d'émission. grand début comme souvent. Le départ consacré donc à Paris-Nice, c'est la nouvelle démonstration de Tadej Pogačar, 3 victoires d'étape et un petit salut en guise de célébration à Nice sur la ligne dimanche. Il a le temps de saluer, largement le temps de saluer. Quelle performance, Rémi, de Tadej Pogačar. Il est dans la lignée de ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'il écœure tout le monde. Quand il veut attaquer, il attaque. Alors ça marche pas forcément du premier coup, en tout cas sur ce Paris-Nice ça n'a pas forcément marché du premier coup, mais au final j'ai pas vu de différence par rapport à ses premières victoires de la saison. Anthony, surpris par le niveau déjà de Tadej Pogačar. Bon, il avait déjà gagné dans les courses précédentes, c'est vrai, mais là le niveau était relevé. Est-ce que tu as été surpris par cette sublime victoire de Tadej Pogačar ? Le niveau relevé, Eh, ouais, il avait. Oui, non, mais il y avait Vingegaard, tu vas me oui. dire. Et Vingegaard, il avait gagné aussi, mais une course où il y avait moins de niveau. Donc, c'est comme je disais la dernière fois, c'est toujours difficile de comparer des niveaux comme ça quand les coureurs courent pas ensemble. Il y avait un Gaudu qui s'en est très très bien sorti. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. tout à fait. Et ce qui m'a étonné, moi, pas vraiment. De toute façon, on savait, il venait sur Paris-Nice pour gagner. Sur la dernière étape, il a fait un gros coup. Le reste, il a quand même, je trouve pas qu'il est enfin, pour moi, il a pas écrasé ce Paris-Nice. C'est quand même resté. Il y a quand même eu de la course. Il a dit qu'il était moins en forme que l'année dernière à la même époque. Oui, Alors ça, ils sont toujours tous moins en forme. Je l'attendais celle-là. De toute façon, le jour où tu trouveras un coureur cycliste qui va te dire je suis à 100%, je suis bien, tu m'appelles tout de suite. Parce qu'un C'est coureur noté. cycliste, on sait très bien que c'est tous des menteurs.
Ils sont toujours tous malades, ils ont jamais roulé de la semaine. Et quand le 3 Ça te rappelle de mauvais souvenirs. C'est C'est le c'est mec du au vécu, contrôle. hein. C'est le mec au contrôle qui arrive. Ah, j'ai pas Non, révisé mais et tout. Je vais pas avoir la moyenne et bam, il a un 16 sur 20 c'est ça. lorsqu'on C'est la ça. prof Donc, lui rend une copie. ils sont jamais prêts, ils sont jamais à 100%. Alors là, oui, il y en a, on a bien vu que c'était pas à 100% quand même. Hein. Vingegaard, je pense qu'il est pas à 100%. Je pense pas que non plus que Pogacar soit à 100%. Mais Il y a voilà. des pourcentages en plus, quoi. Ouais. Théo, Après, définir ce qui manque de pourcentage sur chacun, c'est quand même compliqué. du coup, ce Tadej Pogacar qui a fait une petite démonstration, démonstration sous net, je sais pas si ça se dit, mais bon, bref, je le dis. Et d'ailleurs, les avis, ils sont divisés par rapport à ça. Le fait que Pogacar, notamment sur la dernière étape, a écrasé donc, avec cette victoire à Nice largement devant ses concurrents. Et on avait à peu près deux camps. Le premier, c'était le camp plutôt non, il aurait pas dû attaquer ou il en fait trop. À chaque fois, il écrase la course, c'est chiant. Et un autre côté qui disait ouais, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Il part à 18 bornes tout seul, il attaque, c'est magnifique. De quel camp es-tu, Rémi ? J'ai pas de. Enfin, je sais pas comment dire. Je comprends jamais le. Évidemment que c'est chiant quand même mec gagne tout le temps. Mais à partir du moment où il est le plus fort, de toute façon, qu'est-ce que tu veux y faire ? Je suis plus dans le camp où ce qu'il a fait est fort. Et d'ailleurs, ce qu'il fait depuis le début de la saison, depuis 3 ans, c'est très fort. Évidemment qu'on aimerait bien qu'il soit un peu plus battu. On a tous été contents, hein, on va pas se mentir, qu'il perde le Tour de France 2022, donc, qu'il ait enfin un peu Mais d'adversité. il est pas invincible, quoi. Voilà, qu'on voit qu'il n'est pas invincible. Mais à côté de ça, bon, il a attaqué, il a bien fait, il était plus fort, il l'a attaqué, et puis voilà. Enfin, qu'est-ce que tu veux lui reprocher ? Il va pas attendre Gaudu, Vingegaard, Simon Yates parce que les mecs sont moins bien. Il a tenté, c'est passé, et puis voilà. S'il s'était fait reprendre, il aurait certainement retenté. Et puis s'il avait été repris et qu'il avait perdu au sprint, il aurait quand même gagné Paris-Nice. L'impression, elle n'aurait pas été moins forte au final. Anthony, toi, t'apprécies ces numéros solitaires ou ça te saoule ? Non, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Rémi. Et je comprends pas les gens, et comme a dit Rémi, les gens qui se plaignent tout le temps. Alors quand il part à 50 bornes, mais Rémi vient de le dire, donc je vais pas répéter, mais quand il part à 50 bornes, les gens sont pas contents. Quand il attend un peu, qu'il temporise et qu'il tape à la fin, les gens sont pas contents. Donc en fait, on se demande qu'est-ce que les gens, enfin quand les gens seront contents. Pour l'instant, on a un Pogacar qui est au-dessus. Moi, je trouve justement que là, il a été un peu dans la mesure. Il a pas assommé la course, même si dimanche il était très costaud quand il est sorti. On a bien vu que personne pouvait y aller. Non, moi j'ai pas été déçu de ce Paris-Nice. Et j'ai hâte, et on en parlera, je pense après. Je spoile pas, mais j'ai hâte de voir le reste de la saison de Gaudu. Oui, David Gaudu qui a été très très bon sur ce Paris-Nice. Alors, du coup, moi, avant de parler de Gaudu, ce dont j'ai envie de parler, c'est le niveau de Vingegaard. Est-ce qu'on s'attendait à ce niveau si faible du Danois ? Alors non, Si faible, ça va, il fait quand même troisième. Il fait Ouais. troisième, ouais. voilà. En fait, c'est juste qu'il est tombé sur deux mecs qui étaient plus forts que lui sur cette semaine. Il faut aussi remettre en perspective, on n'avait pas une énorme Jumbo. Ouais. Sortie de Tobias Foss, c'était pas non plus la grande armada. Il y avait même plus de monde à Tirreno que sur Paris-Nice. Donc tu peux pas en tirer énormément de conclusions. Maintenant, juste à l'instant T, il est en dessous de Gaudu, il est en dessous de Pogacar. Ça veut rien dire sur la suite de la saison, mais ça veut aussi dire que Vingegaard est intrinsèquement, je pense, moins fort que Pogacar, et que la Jumbo fera évidemment la différence aussi, enfin pourra faire la différence aussi sur les prochaines échéances. Déception, Tony, sur le Danois vainqueur du dernier Tour de France ? Déception, non. Je pense qu'il lui manquait une équipe autour de lui, tout simplement. On sait que c'est un coureur qui a quand même plus besoin d'être entouré. Complètement. Et comme a dit Rémi, pour moi, l'équipe était plus solide à Tirreno que autour de Van Aert et Roglic que sur Paris-Nice. Voilà, est-ce que c'est une stratégie aussi de la Jumbo ? Oublions pas qu'il y a 10-15 jours, on a vu la Jumbo partout, on s'est dit ils vont écraser tout, on va avoir un début de saison de merde. Là, c'est l'inverse. On a la Jumbo qui se fait un petit peu, qui se fait battre sur ce Paris-Nice. Donc voilà, je trouve que c'est quand même équitable, enfin équilibré. Maintenant, Vingegaard m'a déçu. Non, je pense pas. Je pense que l'objectif principal de Vingegaard, c'est le Tour de France. On va pas s'enflammer. On est début mars.
enfin, j'attends de voir parce que là, les gars, comme ils marchent déjà, on est début mars, il va y avoir des classiques, il y aura d'autres choses pour préparer les grands tours, mais on est très loin des grands tours. Donc, pour moi, pas d'affolement. Il y a une petite phrase de Pogacar qui a dit « Ma saison est réussie même si je ne gagne plus rien C'est dans la lignée de la phrase où il est moins Quoi en forme C'est- que l'année dernière, non ». Bah attends, il a dit ça, Non, moi ça- je le crois moi, non Anthony? Ça, c'est comme le coureur que je dis qui est pas en forme, qui a pas roulé de la semaine. Arrêtons de. Enfin, non, pas à nous, pas nous. Pas nous. Bah, Non mais c'est vrai, c'est ce en qu'il a même dit, temps, hein. en même temps, Moi c'est ce qu'il a dit. Vuelta, Oui, Giro, mais Tour c'est de ce qu'il a France, dit. Paris-Nice, Oui. c'est normal. Ah, il a gagné, c'est quoi, c'est le Tour de la Communauté de Valence, c'est ça? Je sais plus ce qui est. Je sais qui- jamais, oh là là, les c'est un courses truc en espagnoles, Espagne, il y a que les ça. trucs du début de Bon saison. bref, plus Paris-Nice c'est bon, c'est fini, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Henry Max, Ouais. il signerait Ah bah, pour Henrik, gagner ça une fois dans sa vie. Henrik Mas, il fait beaucoup de cauchemars de Slovène en ce moment. Tiens, allez, on va passer maintenant à David Gaudu. La God, qu'on l'appelle maintenant, à partir de maintenant, qui a longtemps C'est tenu décidé. tête à Pogacar. Oui. Hein, il a grappillé des secondes sur les sprints intermédiaires. Il a tenu tête plus que tenir tête sur l'étape de la Couilleule. Bon, hein, il s'est incliné sur la dernière étape à Nice et l'enchaînement des cols. Mais belle semaine pour David Gaudu quand même. Peut-être la plus belle semaine de sa carrière. Ami. Indéniablement. Il manque juste éventuellement la petite victoire d'étape, mais il est battu 2 fois au sprint par Pogacar. Et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à redire? Il a été très bon. Il a été très bon dans sa gestion des étapes compliquées. Déjà, la Groupama a fait un gros chrono, Ouais. ce qui a bien aidé. Mais à côté de ça, il a parfaitement géré. Il a attaqué au bon moment. Il a roulé quand il le fallait. Il s'est arrêté aussi de rouler quand il le fallait. Il a très bien joué au chat à la souris avec Pogacar et Vingegaard quand le Danois était un peu derrière le duo et que Pogacar voulait que ça roule et tout. Je trouve qu'il a été vraiment très bon dans sa gestion. Après, il est battu à la pédale par un très grand Pogacar. Mais je suis très, très content de ce qu'il a montré sur cette semaine. Content aussi, Anthony, de ce niveau affiché par le Français qui manquait de références comme ça. J'avais d'ailleurs des petites statistiques que j'ai notées. C'est seulement son 8e top 10 en course par étape au World Tour, voilà, au général, à 27 ans pour David Gaudu. La dernière fois qu'il avait fait un podium sur une course World Tour, bien sûr, au général, c'était sur le EAU Tour en 2019. Je crois qu'il avait fait 3e. Donc pas récent, vraiment, hein. il manquait de références un petit peu comme ça pour David. Ouais, tactiquement, il a été excellent, surtout sur l'étape, je sais plus c'est la combienième là, où il anticipe et il sort Ouais. et qu'après il se fait revoir. C'est la 4? La 4e, ouais, je crois. Ouais. Je sais La plus, avec quatrième, l'étape quatrième. annulée, je sais Ouais. plus combien. Non, au moins Ouais, 4, non, au moins c'est 4. ça, ouais. La Pour Lottegarde. Ouais, pour moi, il a Il est de été. retour. On a retrouvé Théo. Et non, pour moi, là, il a été très très bon. Après, oui, on n'avait pas de référence. Moi, je pensais à un truc tout à l'heure, un petit peu en préparant, parce qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu préparé. Mais non. Je suis en train de me dire que aussi, il faut savoir une chose, c'est que quand même David Gaudu, depuis les années où il est sorti, parce que je me souviens le voir gagner vraiment la classique, notamment la classique des Alpes chez les juniors, où on avait déjà dit que c'était voilà le futur crack. Il a fait aussi beaucoup d'années après où il a accompagné Thibaut Pinot. Bien sûr. Donc et moi, j'étais impatient de cette chose-là, un petit peu le jour où on allait dire maintenant, ça va être lui le leader. Et j'espère, tu l'as dit tout à l'heure, il a 26, 27. Donc on est quand même dans les bonnes années, mais quand on voit les Pogacar et les Vingegaard qui sont nettement plus jeunes, je me dis, est-ce que voilà, on n'a peut-être pas loupé quelque chose de ce côté-là. Donc voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai hâte de voir le reste de la saison. Parce que voilà, il y a des gens qui disent oui, mais peut-être que Godu est à 100%, les autres pas à 100%. Non, j'y crois pas. Enfin, Godu peut pas non plus être à 100%. Mais j'ai hâte de voir les prochaines confrontations avec des Pogacar, des Roglic ou des Vingegaard. Théo, est-ce que David Gaudu a passé un cap là? Est-ce que ça veut dire que ça y est, il est passé en mode patron, on va dire, de l'équipe de la Groupama FDJ et surtout en mode je peux jouer avec les meilleurs? J'ai pas l'impression que ce soit physiquement qu'il ait vraiment tant évolué. Je pense que c'est dans son statut et dans son acceptation de son rôle de leader au sein de son équipe où je pense qu'il a pris le pli de ça, qu'il n'est plus du tout dans l'ombre de Thibaut Pinot comme il l'était auparavant. Et que du coup maintenant je pense qu'il a les clés du camion et finalement cette histoire avec Arnaud Démare ça a peut-être été un mal pour un bien finalement en interne où au moins on a un peu réglé toutes les possibles querelles qu'il y a pu avoir en interne et qui avaient
pas forcément éclaté au grand jour. Donc, et puis surtout, s'il affiche ces résultats-là, peut-être qu'il va avoir une équipe totalement dédiée en juillet pour lui. Hein. Ouais, C'est pas exclu. Hein. Ouais, on va revenir un petit peu plus tard pour parler notamment d'Arnaud Desmar, hein, qui est visé dans ses propos. Rémi, est-ce qu'il peut tenir tête, David Gaudu, toute la saison à Tadej Pogačar ? Est-ce que ça veut dire que ça y est, il l'a fait une fois sur Paris-Nice, on va le revoir, je sais pas, je connais pas le programme sur le Tour de Slovénie face à Pogačar, souvent il fait ça, parce que le Dauphiné ça compte pas. Est-ce qu'on va le voir embêter au moins les meilleurs, parce qu'on dit Pogačar, mais pourquoi pas un Roglic, on en parlera plus tard, Vingegaard ou d'autres sur des grosses courses par étapes ? J'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui. Maintenant, c'est difficile à dire. Hein. C'est un extraterrestre. Donc, est-ce que David Gaudu a passé un tel cap, que ce soit mental, physique ou tout autre, qui fait que il est en train d'arriver, Anthony le disait, dans ses bonnes années, et qui fait qu'il est pleinement, il exploite pleinement son potentiel. Il pourra jouer avec Pogačar. De là à le battre, c'est une autre histoire. Il faut voir aussi combien de fois ils vont s'affronter, hein. Parce que, comme tu le disais, à part le Tour et peut-être éventuellement un Liège-Bastogne-Liège, je sais pas sur quelle course on pourra les voir tous les deux. Maintenant, sur toute une saison, si tu me dis toute une saison, et donc en gros sur chaque course où ils s'affrontent, non, je pense pas. Il y a un truc qui peut te faire rire, Anthony, parce que Pogačar a donc donné des interviews pendant Paris-Nice et a dit de Gaudu, il progresse chaque année. Voilà, il est de mieux en mieux chaque année. On dirait que c'est son petit, alors que David Gaudu a 3 ans de plus. Tu vois ce que je veux dire ? À 3 ou 4 ans de plus. C'est incroyable. Non, mais on dirait un mec vétéran qui voit arriver un nouveau coureur, qui dit il progresse chaque année et tout, bientôt il va m'embêter, mais en fait, t'as 3 ans de moins. Je sais pas si ça t'a fait rire. C'est bien bonhomme. Ouais, non, j'ai vu. Et pour revenir à ce que disait Rémi, la question que tu lui as posée, moi, si perso, hein, si je lui demande pas de le suivre toute la saison, si simplement il nous fait un énorme tour et qu'il arrive à titiller Pogačar sur le tour, je pense que on aura eu et Paris-Nice et le tour, et ça sera, tout le monde sera content. Mais ça veut dire qu'il va viser le podium. Ça veut dire si jamais t'as un duel. Maintenant, avec ce qu'il a fait là, avec ce qu'il a démontré là. Je vois pas comment on peut pas, du côté de la Groupama, ne pas faire une équipe pour lui sur le Tour. Et par contre après, enfin voilà, c'est qui pour l'entourer sur le Tour de France, justement. Théo, tu fais la comparaison avec l'UAE, c'est pas la même chose sur le papier. Théo, tu peux répondre à ça. Est-ce que David Gaudu doit avoir une équipe de la Groupama FDJ à 100% à ses côtés sur le Tour de France ? Bah, moi, j'ai du mal à. Qui aujourd'hui a une équipe avec un grand leader qui joue le top 5 d'un Tour de France et un sprinter, c'est fini, c'est temps-là. La Jumbo avec Van Aert. La Jumbo. Mais bon. La Jumbo, ouais, mais voilà. Ah, mais bon. Ils ont Van Aert. Ouais. Donc, j'ai du mal à. En fait, en ménageant je sais plus c'est quoi l'expression, en ménageant la chèvre et le chou, quoi, bref. Parce que ça déraille, c'est les expressions françaises. Oui, bravo Théo, bravo. Non, mais on adore. Et ben finalement, on va favoriser personne, en fait. Donc, moi, j'ai peur que justement, ces 2-3 équipiers pour Arnaud Desmar, eh bien, il manque à David Gaudu, et que justement, n'avoir que 2 ou 3 équipiers pour Arnaud Desmar qui a, lui, besoin d'un train pour performer sur les sprints, eh ben, 2 ou 3 équipiers, lorsqu'on voit les trains maintenant des sprinters qui sont ultra spécialisés, c'est pas assez. On l'a vu en début de saison, d'ailleurs, hein, le début de saison d'Arnaud, même si je le trouve très fort intrinsèquement dans d'autres secteurs. Je trouve que pour aller chercher un sprint massif sur un Tour de France, il a besoin d'une équipe totalement dédiée. Et là, avec cette possibilité d'emmener les deux, j'ai l'impression qu'on va ni favoriser l'un ni favoriser l'autre. Ouais, justement, on peut faire la transition tranquillement vers Arnaud Desmar, qui n'a pas su s'immiscer dans les sprints, hein, parce qu'il a été en difficulté, sans train évidemment, un petit peu tout seul. Il a certes aidé David Gaudu sur un sprint intermédiaire, mais derrière c'était très très difficile pour Arnaud Desmar. Marc Madiot disait en fait c'est juste qu'il est en train de changer sa façon de courir, parce que les sprints maintenant, les purs sprints, ça n'existe plus. Je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il a dit, parce qu'on l'a vu sur Tirreno, Philipsen et Jacobsen arrivent très bien à gagner. Bref. Après, moi, je pense qu'il sera très fort dimanche, hein, je pense. Ah oui, sur des classiques comme ça, bien sûr, mais est-ce qu'on peut s'inquiéter pour Arnaud Desmar, Rémi ? C'est difficile à dire. Alors, je m'inquiète pas pour Arnaud Desmar particulièrement s'il fait pas le Tour de France.
J'ai envie de dire que Arnaud Démare, c'est l'éternel recommencement. Hein. Chaque année, on se pose la question. Et chaque année, la plupart des années, il répond relativement présent. C'est vrai, il y a eu des claqué ses gros 10 ratés. victoires, ouais. Donc, Chaque année, il fait fermer pas mal de bouches, quand même. Ouais, non, je suis d'accord. Non, je suis pas particulièrement inquiet. Et puis, s'il gagne pas sur le Tour de France, s'il gagne pas sur un grand tour, mais qu'il claque une course d'un jour, une belle course d'un jour, au final, c'est pas si mal. Hein. Donc, non, je suis pas inquiet. Il y a eu des articles dans la presse disant que Arnaud Démare, la place d'Arnaud Démare, qui était normalement quasi faite sur le Tour de France, est menacée aujourd'hui. Anthony, tu l'amènes ? Moi, non. Ah, parce qu'il peut servir aussi il l'a fait, hein. C'est vrai qu'il peut servir d'équipier dans la plaine, etc. Ouais, mais bon, alors il y a eu un super truc, j'ai bien aimé parce que du coup, suite à l'histoire là, quand il a emmené le sprint là pour Godu avec le petit Pogacar dans la boîte, c'était vraiment beau à voir. Par contre, si on reprend, tu en as parlé rapidement là, les propos de Madio qui était chez les RP l'autre soir, qui justement dit que Arnaud est dans une autre vision des choses. Est-ce qu'on n'est pas en train de commencer à dire que pour le Tour, au moins pour le Tour, ça sera une équipe autour de Godu? Moi, je trouve que là, il a lâché des petites infos. Après, voilà, si tu vois l'année dernière, regarde, il a pas fait le Tour l'année dernière. Non, il était sur le Giro avant. Ouais, il était sur voilà, le Giro, il a fait le Giro et il en a Giro, claqué pas mal. 2, 3. Il en a claqué 3. Ouais, Donc, Après, voilà. 3 plus rappelez-vous, son début de saison l'année dernière, c'était pas non plus extrêmement brillant. Hein. Sa reprise, c'était pas. Moi, je me souviens de l'UAE où il était sprinter deuxième rideau. Je sais plus si c'est cette année-là, mais je crois que c'est à la Provence où il gagne pas non plus. C'est ça. Il fait rien avant le Giro, de toute façon, l'année dernière. Il était plutôt pas. Je crois qu'il se faisait battre par des sprinters qu'il battait tout au long de l'année normalement. Donc, pour l'instant, moi, j'ai pas forcément de grandes raisons de s'inquiéter, d'autant plus que l'histoire a montré qu'il savait répondre présent dans les grands événements auxquels on l'attendait, quoi. Ouais, tout à fait. Hein. Je viens de voir la fiche d'Arnaud Démare. Hein. Il n'avait pas gagné avant la 5e étape du Giro. Hein. Ouais, tout à fait. Il avait quand même réussi à faire une deuxième place sur Tirreno, voilà, au sprint. Mais c'est vrai que après, tout dépend. Hein. On n'a pas que les extraterrestres dans le vélo. On n'est pas obligé de gagner toutes les premières courses. Il faisait déjà 10e de San Remo encore l'année dernière. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, en étant mauvais. Oui. Voilà, donc on parle d'un mec qui a gagné un monument et qui peut très bien encore en claquer un dimanche, comme le disait Théo. Franchement, dimanche, si ça arrive au sprint dans un groupe de 40 et qu'il est encore là, il sera parmi évidemment les noms à citer. Hein. Il y aura d'autres noms. Il y aura d'autres noms s'ils sont 40 évidemment. Mais pour moi, c'est un des sprinters qui passera le plus facilement le Poggio. Hein. Oui, on en parlera de Milan-San Remo dans les paris, mais c'est vrai que. Je veux pas. Non, mais tout va bien. Mais t'as du temps de parole à rattraper. On a vu Arnaud Démare même essayer de suivre Tadej Pogacar lors d'une accélération lors de la première étape déjà, je crois, d'entrée. Donc ça veut dire qu'il a l'air de bien passer les bosses, notre ami Arnaud Démare. On va continuer sur ce Paris-Nice parce qu'il y a 2-3 petites choses à dire. J'ai une petite phrase de Bardet. On va parler des autres Français et de ceux qui ont plu ou moins plu sur ce Paris-Nice. Bardet qui a dit je ne vais pas faire du vélo longtemps si c'est pour prendre des coups comme ça. 7e du général, si je ne m'abuse. Ouais. Il a fait un Paris-Nice au second plan, entre guillemets. Il était pas avec les meilleurs, mais il était juste derrière pour se battre. Je sens pas. Enfin, pour moi, c'est pas une déception la place de Bardet. Il a sa place. Ouais. Pour moi, il a sa place. Il est très loin d'un Pogacar ou d'un Vingegaard. Godu arrive dans ses bonnes années et a peut-être un peu plus de confiance qu'un Romain Bardet qui est certainement en fin de carrière, au moins mentalement, il sent que c'est ses derniers trucs, donc je pense que tu y es un petit peu moins, surtout je pense que le Giro l'année dernière a fait quand même très mal. Ouais. Voilà, il est 7e d'un Paris-Nice derrière des Vingegaard, Pogacar, Godu, il n'y a rien d'infamant. Simon Yates derrière. Simon Yates, ok, peut-être la petite déception, c'est de finir derrière Nelson Paoles et Gino Meder. Mais bon, il finit ça quasiment. Il y a 2 secondes de Paoles, je crois, un truc comme ça. Après, je l'ai trouvé un peu dur avec lui parce qu'il disait même avant Paris-Nice que c'était une course qu'il avait jamais réussi dans sa carrière. C'est vrai. Et au final, il fait top 10 en étant là. Donc, non, je l'ai trouvé peut-être un peu dur avec lui-même. Après, c'est vrai que ça doit être compliqué de prendre le départ d'une course avec Pogacar et c'est sûr qu'on va se faire laver sur les étapes de montagne. Ça, c'est de toute façon.
Il s'attendait à mieux, Romain Bardet. Enfin, en tout cas, au niveau de sa forme, En tout c'est cas, bon c'est signe. bien, c'est bon signe. Ah Ça veut oui, dire c'est qu'il bon a signe. des ambitions. Ça veut dire qu'il aurait voulu faire mieux et qu'il a l'intention de faire mieux dans les prochaines semaines. Autre chose, pêle-mêle, je sais pas, je voulais parler des sprinters qu'on a vus sur ce Paris-Nice, Tim Merlier, Arnaud Delis qui a été malchanceux, mais surtout Pedersen. Pour moi, je voulais juste noter un truc. J'ai noté un truc. Pedersen, pour moi, c'est le favori pour le maillot vert cet été. Monsieur Collat. Alors déjà, Pedersen, c'est le seul gars qui m'a fait prendre des points dans votre jeu. C'est pour ça que je te donne la parole. Donc Dieu bénisse. Sauf attendons les déclarations de Van Aert. Oui, bah voilà, Oui. évidemment. Il y a quand même, Mais un... je le trouve vraiment très bien. Voilà, je trouve qu'il a progressé. Il a progressé, et puis il a quand même perdu un petit peu. Je trouve qu'il s'affûte un petit peu. Il passe. C'est vraiment un coureur c'est un très très bon sprinter et qui passe de mieux en mieux, les talus, les coups de cul. Donc pourquoi pas être un très bon client pour le maillot vert. Maintenant, attendons les déclarations de Van Aert. Tim Merlier bien, on attendait évidemment comme à chaque fois avec la Soudal Quick-Step, dès qu'un sprinter arrive, il gagne. Je sais pas, pour Sam les sprinters, Bennett. on a fait le tour, et Sam Bennett aussi, voilà. Et sinon, au niveau des surprises, on va dire Matteo Jorgensen, de la Movistar qui a pas été trop mal. Sinon, Gino Madère, c'est Ouais, plus Gino trop une Madère, surprise, il est capable de C'est faire la vraie bien. surprise, Gino Madère. Ah ouais, ça c'est reste- la ça vraie reste Parce surprise. que Ah. Gino Madère, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu Sur la Vuelta, depuis sa Vuelta 2021 peut-être. Ouais, avec l'abandon de Lopez, et il gagne des places comme ça. Enfin, Mais- franchement, Cet abandon incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour, non? Je sais pas, vous Un avez petit autre peu déçu chose de à Kevin dire? Vauquelin. Ah, bah Kevin Vauquelin, il a chuté, le pauvre. Ah oui, je sais, évidemment, mais tu l'avais je pris sais, pour qu'il je fasse sais. top 10, mais Ah oui, voilà. oui. On a... Non, je rigole. En vrai, il était bien il est sur la première 18e, montée. 18e, c'est pas si mal quand t'es tombé, quoi. Pareil peintre aussi malchanceux, il Mm. était pas très loin. Ouais, Arkea, il était pas mal. Pierre Latour aussi. Champpoussin qui était aussi, bien. qui était par pour épingle, ça Vauquelin. sera très intéressant à voir sur le Giro. Ouais, Parce que c'est- je trouve que c'est un début de saison très solide. Des échos que j'en ai, ça travaille très bien et ça a fait un hiver très studieux. Ils sont partis en stage très longtemps. Ils ont différé leur reprise pour partir en stage en Espagne pendant janvier-février là. Donc voilà. Enfin, ce sera en tout cas la carte AG2R Citroën sur le Giro. Ouais, Donc, s'il avait été moins malchanceux, je pense qu'il aurait pu être un petit peu plus haut dans le classement, mais ça arrive, on apprend comme ça, enfin on dit toujours qu'on apprend, mais il commence à être un peu plus, je pense qu'il doit avoir 26 maintenant aussi. Oui, c'est un peu pareil que Gaudu, quoi. C'est la maturité maintenant. Et Pogacar va dire, Ça y il est, progresse faut y chaque aller, année. C'est mon petit. On passe... Non, mais après, les gars, pour revenir à Pogacar, on ne sait pas trop ce qu'il fera dans 3-4 ans non plus, Pogacar, Ah dans oui, ces non, âges-là. Il sera peut-être usé aussi. Plus la même motivation parce qu'on aura peut-être tout gagné dans les courses par étapes. Donc voilà, faut pas. Il y a des gens. Sivakov disait dans l'équipe cette semaine qu'il avait une maturité plus lente que les autres. Donc voilà, faut. Ouais, il Non, fera peut-être mais la c'est- MotoGP. Hein. c'est- C'est la phase du dessus. Voilà. Le cycliste, c'est la MotoGP pour embêter Zarco Quartararo et compagnie. En plus, j'avais noté des stats. Alors, 9 victoires en 13 jours de course cette année, c'est plus que 14 des 18 World Tour. Sur les 12 dernières courses par étape, il a fait 10 victoires, il a fait 2e et 3e. 55 victoires en 231 jours de course. Il gagne un jour sur 4. Oui, C'est pas mal. Pas Non, trop mais mal. c'est pas mal, c'est pas- Bon, voilà. On passe on attaque pas parce que sinon on va jamais avancer, on n'arrivera jamais à tirer nous. Attaque de Pierre Roland encore une fois. Personne ne réagit. Alors, j'ai noté presque rien. J'ai noté pas grand-chose. J'ai noté la victoire du Norvégien Pers 32 Agnes, victoire sur Van Drantel en Pays-Bas. 19 ans, plus jeune vainqueur cette année sur le circuit pro. Il est chez la Jumbo Visma Development Team. Une nouvelle pépite, Rémi J'en sais rien du tout. Merci. Anthony, tu qui regarde toutes les courses, c'est une nouvelle pépite, Agnès. Je donne vraiment un expert derrière à Théo. Hein. Attends, d'abord je donne à Anthony. Moi, je pense que oui, mais après, je n'irai pas plus loin dans mon explication parce que je sais même pas ce que c'est que cette course. Et non, j'ai déjà regardé Tirreno et Paris-Nice. Attention, attention, faut que tu regardes les courses parce que les gens râlent, figure-toi. Ouais. Donc il faut que tu commences à regarder les courses. Non, Faut que tu bosses, mais hein. je regarde les courses, je les prédis pas. Moi, je peux pas les regarder en avant. Faire je ne suis pas devin. Mais non, j'ai regardé les courses cette semaine. Là, j'ai vu qu'il y avait le tour de
il y a un tour Taïwan. Où ça? Le tour de Taïwan, Taïwan, ouais, Taïwan, je ça te commente parle. en ce moment. Après-midi, j'ai commencé à regarder parce que je me dis si on me pose une question là-dessus. Mais après j'ai vu qu'il y avait pas je connaissais aucun joueur, donc je me dis voilà. T'inquiète, ça arrivera dans le Les quiz mecs pour qui le Tour de commentent non Taïwan. plus. Ouais, c'est juste moi. Théo, non, en vrai, Agnès était annoncé comme un mec, un futur. Pour Ouais, l'instant, ça va, ouais. c'était un des meilleurs juniors il y a 1 ou 2 ans. Je crois qu'il a gagné Paris Tour Espoir la saison dernière, Tout à ou il y a fait. 2 ans. Ça c'est quelqu'un de bien renseigné. Heureusement que t'as Mais retrouvé ton micro. après, un jeune qui vient de chez Jumbo, on sait qu'ils ont pris Thomas Glog également. Après, des jeunes qu'on annonçait très forts et qui ont explosé un peu par la suite, il y en a eu aussi, hein. Bon, lui, visiblement, il prend pas cette route-là, donc voilà. Après, je pense que Johan, devait être le seul en France à avoir regardé cette course, je pense. Ah ouais, bah écoute, et j'essaye de faire mon travail proprement. Je l'ai vu gagner en solitaire, c'était superbe. Une course aussi que j'ai regardé, les Strade Bianche féminines avec, vous vous souvenez, Christiane Faulkner qui était longtemps devant, qui a cru gagner avant de se faire attraper par les deux coureuses de SD Horse, qui s'est fait totalement disqualifier. Donc elle qui avait fini 3e de ces Strade Bianche parce que elle avait donc un appareil pour calculer son taux de glucides ou de glucose. C'est pas ça. Attaque de Pierrot encore une fois, pardon, de VG. pardon, Moi, c'est pareil. Je suis pas Ouais, au c'est point. Bref, totalement interdit et donc du coup disqualifié total. Je sais pas trop ce que ça change quelque chose, Anthony, à ton avis, de savoir ça, de savoir. J'espère qu'il y aura pas de contrôle sur Paris-Roubaix. Parce pour moi. que parce que t'auras aussi le même appareil. Non, Non, mais non, on m'en a donné un. C'est vrai. Mais voilà, c'est juste pour ouais, on m'en a passé un pour voir. Bah oui, ça aide parce qu'apparemment, bon, j'ai pas essayé encore, hein, mais visiblement, en fait, ça te donne ton taux de glycémie, donc de sucre dans le sang en temps réel. Et donc, bah, ça peut éviter de faire une fringale, clairement. Donc, je pense que le truc de te dire, attention, ton taux il baisse, donc pense à manger. Donc après, on peut se dire, oui, c'est tout bête, les coureurs ils pensent, mais sauf que pris dans une course, notamment comme les Stradé, où il y a déjà beaucoup de choses, les chemins, les trucs à vérifier, non, c'est. Alors, on va pas appeler ça après, on va pas appeler ça du dopage non plus, hein. on disait Mais- pas les Mais c'est oreillettes, de on l'aide disait non. artificielle, hein. On disait non. artificielle. Bah oui, mais C'est une- on Non, mais disait non c'est sur une les aide oreillettes. qui est- On disait non sur les oreillettes, on disait non sur le compteur et tout. Moi, je ne dis pas que ça va pas être autorisé dans les mois, les années à venir, parce que c'est pas forcément la triche, c'est une aide supplémentaire enfin, je sais pas. Ouais, mais du coup, ça n'a pas été permet. utilisé avant. Ouais, bah après, ça se voit quand même, hein, parce que tu sais, c'est un truc, t'as un truc Ouais, blanc là ouais. sous le maillot, Ben oui, donc c'est top comme on voit le petit truc, mais bon. ça se voit quand même. Après, est-ce que ça sera dans le temps interdit enfin, est-ce que ça sera vraiment interdit et considéré comme du dopage? Je sais pas. En tout cas, c'est une aide, je pense. Après, est-ce que c'est ça qui lui a permis au moins de faire 3? Je pense pas. Mais bon, voilà, c'est interdit. Moi, je Ça a été suis intéressé par ça. Interloqué même, j'ai envie de Il y a dire. un mot. C'est un joli Non, mais mot. c'est vrai. Non, mais Non, on mais, sort que les bons jeux de mots. Il y a un moment, en fait, si tu veux pas artificialiser la course, il faut laisser de côté ce genre d'appareil. Je dis pas que c'est pas utile parce que évidemment ça l'est, mais justement on a critiqué très longtemps la science de la course de la Sky où ça roulait qu'au compteur et puis ça roulait pas plus vite machin. Bon bah là c'est un petit peu pas, enfin c'est un peu, ça va dans la même veine. Donc si c'est accepté, je peux le comprendre dans la continuité, mais en même temps. Bon bah t'es censé te gérer et si t'as une fringale, Attaque de Pierrot, encore une fois, j'ai de envie de VG. dire, c'est dommage mais c'est tant pis pour toi. C'est toujours pareil pour la Sky. Enfin, c'est plus la Sky, mais tu regardes. Enfin, aujourd'hui, tu regardais Vingegaard là sur Paris-Nice. T'avais vu à chaque fois qu'il y avait une attaque de Pogacar, déjà il y allait pas tout de suite, et après il était les yeux fixés sur le truc. Oui, tout Parce à fait. qu'il sait, et ils ont les infos dans la radio. À la radio, ils lui disent c'est tant de watts, et tu mets tant de watts sur tant de temps, parce qu'il sait que s'il met plus de watts, il va Ouais. se cramer. Mm. Donc c'est un peu le même truc. Mais bon, on verra. Bon, en tout cas, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Voilà. Et, affaire à suivre. Oui, affaire à suivre. Après, tiens, juste pour rebondir rapidement, Ah, moi, il y a un truc, tu vois aussi, on parle là souvent de la hauteur des chaussettes, et ça, les gens disent, ouais, c'est du pipeau, tout ça. Si vous regardez, les chaussettes maintenant ont énormément évolué. Moi, je pense que justement, l'UCI, elle se penche là-dessus parce que certaines chaussettes,
je veux pas dire que je suis sur mon coup, hein, mais elles sont très fines et très, très resserrées. Et je pense qu'il y a des recherches là-dessus. On sait très bien que rouler avec des bas de contention, c'est interdit, hein, des chaussettes de récupération, parce que ça te fait remonter le sang dans les jambes. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi l'UCI se focalise un petit peu sur les chaussettes? Parce que de ce côté-là, tu vois, c'est un petit peu comme le capteur de glycémie pour moi, qui va te dire machin, et bah là, c'est un petit gain. Mine de rien, si la chaussette elle monte mi-mollet ou au-dessus du mollet, parce qu'on en envoie des fois avec les chaussettes Comme sous le genou, bah clairement, on va faire un tour de vélo, toi. Le cycliste lambda roule un petit peu et va rouler avec tes bas de contention, tu verras la différence. Parce que le sang remonte plus facilement dans la jambe, donc tu as la jambe, on dit un peu plus légère, quoi. Et le truc des chaussettes, moi je pense que par contre là-dessus, il y a vraiment un truc avec cette hauteur de chaussettes qu'on voit parfois, c'est abusé, quoi. Ouais, en fait, on se rend pas compte, nous, parce qu'on se met pas Il n'y a pas de petits gains en fait. Ouais, mais bon. On revient au même, hein, les gains marginaux, il n'y a pas de petits gains. C'est tous ces petits détails mis bout à bout qui font des grandes choses. Bravo, merci pour toutes ces informations, Anthony, qui est expert Twitch, expert matériel Les audio, chaussettes. vidéo, expert chaussettes. Et Ah, bientôt mais le expert coup des page. chaussettes, le coup des chaussettes, moi je les regarde depuis longtemps. Il y a des trucs maintenant, elles ont des matières et tout. Voilà. Elle vole, elle permet de voler. Mon Pogacar Non, n'a peut-être pas elles besoin des permettent pas de chaussettes. voler, mais bon. Pogacar n'a pas besoin de ses chaussettes. Voilà ce que je voulais dire. Bon, on passe, on va en Italie. Allez. En Slovénie toujours, parce qu'on est toujours un petit peu en Slovénie. C'est parti pour le Tirreno Adriatico dans le sprint final. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Donc on a eu le triplé de Pogacar et on a eu le triplé de Primoz Roglic, hein, qui a donc remporté 3 victoires d'étape de suite en Italie sur Tirreno Adriatico avant de remporter la course bien sûr entre deux mers. Primoz is back, Rémi. Bah, manifestement. Comme toujours, j'ai envie de dire. Eh ouais, Le mec voilà. le mec est un mutant qui renaît à chaque fois, un phénix. Qui Franchement, je sais pas, je m'attendais pas à un Primo si fort, si vite. Ouais, parce Là, que pour le il coup, devait même là, pas pour y le aller. coup, Il devait même est pas y aller. surprenant. Il devait même pas y C'est aller. ça. C'est au dernier moment, on a appris sa présence et c'est bluffant. Autant Toi, il Pogacar t'a paru fort, toi. Non, Si fort que ça. il m'a pas paru si fort, mais d'être capable comme ça, un petit peu en arrivant à la dernière minute, de gagner 3 courses, 3 étapes comme ça. Alors après, il a pas donné la même impression Pogacar, mais moi, il m'a quand même surpris sur son niveau global sur cette course. C'est ça que je veux dire. Oui, parce que en fait, c'est 3 victoires et c'est montré que dans les 10 derniers mètres, on Oui. va dire, juste pour sauter tout le monde sur la ligne. Il y a eu aussi des circonstances atténuantes, bien sûr. Il y a une étape, l'étape de montagne, il y a eu beaucoup trop de vent pour faire la différence vent de face. Et donc, du coup, là, ça l'a conforté aussi. Il n'avait plus qu'à faire le sprint. Mais quand même, Anthony, tu dis, tu l'as trouvé si fort, mais le mec, il a encore chuté sur la Vuelta. Il revient mentalement, il revient à chaque fois, il revient pour gagner. Mais toi, ça t'a pas bluffé, on va dire, de voir Primoz à ce niveau-là. Et il a Moi, battu j'ai Henrik pas Mas, le grand Henrik Mas. Moi, j'ai pas vu le grand Primoz Roglic des autres années. Ah bah non. Et j'ai trouvé qu'il gagnait. Enfin, c'est l'étape qui a été raccourcie là, avec la pluie. Là, ils avaient un temps de merde. À la fin, il était invisible dans le groupe. Ouais. Tu prends à 1 km de l'arrivée, mais il est 10e. T'as l'impression qu'il est dans le mal. Et je sais pas, j'ai l'impression que les autres avaient peur de gagner en fait, d'attaquer ou je sais pas. Ou alors, est-ce qu'il était vraiment trop sûr de lui? Et tu le vois à la fin, il revient là et il filoche. Et hop, il met un petit coup de pédale et tac, il les saute. Ah mais 3 coups de Et- pédale. Mais c'est ça. Et je sais pas, est-ce que les autres équipes ont pas pris les opportunités? Alors, est-ce qu'il y avait. J'ai pas regardé toutes les étapes. Pour être honnête, j'étais plus fixé sur Paris-Nice, mais les peu d'étapes que j'ai regardées, moi je l'ai pas trouvé insolent de force. Allez, c'est sûr, il gagne 3 étapes. Mais j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas en face d'adversaire pour le mettre en difficulté en fait. J'ai l'impression qu'il gagnait. Tiens, presque genre personne veut gagner. Bah tiens, allez, j'y vais. Tu vois, l'étape où ils flottent, là où ils arrêtent 2 km en dessous. T'as vraiment l'impression que les gars sont là, ils se regardent tous. Bah lui, il passe, il a l'homme au milieu des gars, il met les mains en bas, il fait un sprint et tac, il gagne. Après, il y avait T'as l'impression que les autres étaient arrêtés en fait. Il y avait beaucoup de vent de face pour Oui. avoir été en haut. C'était plutôt quand même difficile. Théo, t'as fait ce même effet-là. Ce Primoz Roglic, on l'appelle maintenant le silencieux assassin. Tu vois, on le voit pas et puis tout d'un coup, tac, il va te mettre un petit coup de pédale pour te passer sur la ligne.
Oui, après, il y avait quand même beaucoup d'étapes qui lui correspondaient sur le papier. Le vent de face, en plus, a nié toute tentative de loin ou toute tentative de vraiment avec des efforts de grimpeurs. Donc, c'est sûr que quand vous arrivez avec un groupe de 10-15 avec des grimpeurs punchers qui jouent le général, avec Roglic dans le groupe, il y a quand même de fortes probabilités pour que ce soit lui qui soit en moins sur le podium. Après, plus généralement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouvais que ce Tirreno-là était Ouais. bien plus ennuyant que les dernières éditions. On avait toujours eu de la belle Oui. bagarre avec l'étape des murs. Il y avait des étapes avec Van Aert, avec Van Der Poel, avec Alaphilippe, où ça avait vraiment bastonné tout le long. Il y avait tous les ans, il y avait quand même une grosse étape de montagne avec une vraie arrivée où on pouvait un peu se jauger. Là, c'était quand même. Bon. C'est vrai qu'on a assez dit que ces dernières années, Moi, je Tirreno trouvais était que mieux que c'était- Paris-Nice. Ouais. Là, ça a été l'inverse. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai préféré regarder, j'avoue, Paris-Nice que Tirreno, mais parce que le tracé était un peu bizarre. Après, ils n'ont pas eu de chance parce que sur l'étape Rennes, il y a eu des conditions climatiques très difficiles, certes, mais voilà, ça manquait un peu de piment dans ce Même la Tirreno. montée, même la montée, si elle avait été vraiment au bout, ils ont raccourci d'1,5 kilomètre ou 2 kilomètres de mémoire, je sais Ouais. pas, Ça a mais c'était changé. pas non plus la partie la plus difficile. Donc, il serait monté pareil à un groupe de 15. Après, il y a les conditions qui font que, évidemment, il y a du vent de face et ça neutralise un peu les courses. Mais ouais, j'ai pas trop, ça m'a pas transcendé. C'est pour ça que Roglic non plus ne m'a pas transcendé non plus, quoi. Alors du coup, j'ai posé une question qui peut être à l'inverse de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais est-ce que Primoz n'est pas redevenu le favori numéro 1 du prochain Giro devant Remco Evenepoel? Non. Non? Non, bah. Non. Il faudra voir déjà sur les autres courses. Hein, je pense qu'il va se. Bah là, il va sur la s'engager sur. Catalogne. Voilà, c'est ça, en sur la Catalogne. Catalogne ou le Pays Basque. Déjà, on va pouvoir voir un peu plus sur la durée. Oui, bon, on va voir comment sera Remco quand il aura vraiment repli. Catalogne, il est contre Remco normalement. Si les Oui, c'est calendriers- ça. On va voir. C'est ça. Ouais, Il faudra juger de l'état de forme des deux d'ici au Giro. Puis bon, il a gagné facilement, voilà. Bon, moi, il m'a surpris. Maintenant, de là à dire qu'il a été incroyable, non. Je suis d'accord avec Théo et Anthony. Donc, ça en fait pas le favori numéro 1 du Giro. Anthony, il sera non. dangereux. Anthony, toi, tu en fais pas ton favori numéro 1, non? Moi, j'attends de voir, comme a dit Théo, le Catalogne, ils sont bien engagés. Enfin, pour l'instant, ils sont tous les deux dessus. On va pouvoir voir. Comme je disais tout à l'heure, j'ai du mal à comparer des niveaux de coureurs quand je ne sais pas vu courir, courir l'un contre l'autre. Ouais. Mais c'est difficile de jauger des états de forme de coureurs en fonction de la rivalité, du parcours et d'autres. C'est pas évident. Attendons de voir ce que ça va donner contre Roglic, contre Evenepoel, pour voir un petit peu. Là, on pourra se faire une idée pour après éventuellement discuter Giro. Mais au final, on aura quelques réponses, mais on n'aura qu'une bribe. C'est comme Pogacar, Vingegaard. Oui, Là, bien il sûr. y en a un qui a pris le dessus sur Paris-Nice, ça veut rien dire sur Il le s'est tour. fait Alors, dérouiller Vingegaard l'année c'est un dernière sur peu Tirreno aussi. Voilà. Hein, ouais. Et c'est vrai qu'entre la Catalogne et le Giro, il y a moins de temps, donc ça augure peut-être un peu plus, mais au final, c'est vrai que ça ne voudra pas forcément dire grand-chose. En tout cas, Puis d'un point de vue général, c'est très difficile de juger des états de forme de leader de la Jumbo-Visma parce qu'ils courent pas. Oui, Donc, oui. Après, il court aussi en collectif, donc tu sais pas trop le niveau. Enfin, voilà, là, sur Roglic, il a eu un gros coup de main de Kelderman un jour. Après, c'est Van Aert. Enfin, voilà, c'est. Oui, Ça, puis les mecs partent en stage. Et s'ils partent plus en stage qu'ils mettent un dossard. Donc, C'est c'est l'avenir. aussi compliqué de juger et de jauger. Enfin, voilà, c'est clair qu'ils savent préparer les grands événements. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais bon, voilà, c'est le cyclisme d'aujourd'hui et c'est leur approche. Tant mieux, ça leur réussit, tant mieux. Hein. Mais je pense qu'il faut pas prendre d'enseignement définitif sur sa rentrée, quoi. Bon, il y a d'autres coureurs qui ont brillé sur ce Tirreno Adriatico avant de parler des punchers qui, eux, ont été un petit peu décevants. Franchement, il y a quelqu'un qui est revenu au premier plan. Alors, on l'adore parce qu'évidemment, il a fait partie de ces comètes dans notre top 10, Tao Gegenhardt. Mais Bien là, sûr. il est revenu à un niveau qui est vraiment très intéressant. Depuis le début d'année, il a gagné en Espagne. Là, il fait deuxième derrière Roglic où il est pas mal. Il va très vite virer de notre top 10, Rémi. Là. Alors, ça continue pour Tao. Parce que moi, il était très haut, mais là... Attention, il est troisième derrière João Almeida au général.
Il est 3e. Ouais. Ah bah voilà, tu vois, ça joue à coup de seconde, je sais même plus qui est qui. Ah, Non, c'est vrai que le Portugal avant. Bah, je suis pour le coup assez agréablement surpris de la semaine de Tao. Bon, encore une fois, il a pas non plus montré grand chose parce qu'il n'y a, Bah non, il y a pas eu personne n'a pu montrer quelque comme il n'y a chose. pas eu de grande manœuvre, Ouais. c'est difficile de s'enthousiasmer, que ce soit pour lui, Almeida, Mas ou n'importe qui d'autre. Maintenant, je pense que le Tao de l'année dernière, il finit à 5 minutes. Ouais, Donc voilà. il aurait peut-être pas tenu dans ces montées-là. Donc ça demande quand même confirmation, mais c'est plutôt bon signe. Et puis surtout pour Ineos qui en a besoin. Moi, surtout, celui qui m'a surpris, pas surpris, mais il est toujours un petit peu là. Mais je pense que le plus fort de ce Tirreno, c'était Enric Mas pour moi. Théo, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Enric Mas, c'est lui qui attaque en étape de montagne, c'est lui qui est devant sur la dernière étape. Bon, c'est sûr que quand on a au sprint le niveau de Rémi Dos Santos, bah, on va pas très loin, quoi. Mais bon. Il perd son bidon aussi. Non, Enric Mas il va pas très vite au sprint. Théo, je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est dans la continuité de sa Vuelta, c'est dans la continuité de ce qu'on voit de Movistar depuis un an et demi. Euh, ils ont passé, je trouve, une petite marche. Euh, voilà. Bah, je sais pas. Non, mais en fait, moi, je trouve que, en fait, il Il me est dans- surprend. non, mais c'est vrai. Enfin, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus Très, fort. très Voilà. honnêtement, Enric Mas, Johan, Rémi, Anthony, je sais pas ce que vous en pensez, mais oui. Et donc, après, c'est pour qui, c'est pour pourquoi, finir enfin, derrière quelqu'un. Pour finir derrière quelqu'un, on a Enric besoin Mas. d'un beau numéro 2. Déjà, pour avoir un beau Oui, numéro 1, il faut un beau tout à numéro fait. 2. Enric Mas, c'est Enric un Mas, magnifique Ouais. numéro 2. Il est très Non, bien. Moi, non, j'ai par trouvé contre, que il est moi, j'ai bon trouvé sur ce début de de saison. ce que j'ai regardé de Tirreno que c'était lui qui était, enfin, qui était vraiment, comme tu as dit, Johan, le plus entreprenant entre guillemets. Ouais, c'est vrai. dans les bosses, clairement. Ouais, Parce que de toute voilà. façon, il peut pas gagner au sprint, donc Ah bah. c'est sûr que. Oui, non, mais Attends, dans les- il dans lance, ce que j'ai- il dans lance ce le que j'ai sprint, il est vu, premier à 5 mètres, il finit 4ème quand même. Donc, c'est pour vous dire. Moi, c'est ce que j'ai vu. Après, ouais, il n'a pas été récompensé parce qu'il fait 6 au général. Ouais. Non, mais c'était incroyable. C'est vrai que sur la dernière étape, il est premier, mais je pense à 3 mètres de la ligne. Hein, et je rigole pas. Et il se fait sauter par tout le monde sur ces 3 derniers mètres. C'est incroyable. En tout cas, Clem, le jeté de vélo, me dit je suis d'accord, Mas monte en puissance. Non, mais Donc, Mas, voilà, normalement, donc, tu le vois à partir de la mi-août. Oui, Il mais fait, bon, tu voilà. le vois sur Burgos, il fait la Vuelta, On il est l'adore. plutôt bon. Derrière, il fait le Tour de Lombardie, et puis c'est tout. On l'adore. Là, il se montre un peu plus à son avantage sur le début de saison. Je demande à voir, ça peut être intéressant. On l'adore. Voilà. Ah, on Enric adore Mas, Enric on Mas. l'adore, Enric Mas. On l'invitera un jour. Oui, bien. Ah bah ça va être beau. Tout en espagnol. Il y avait aussi les 3 fantastiques. Je sais pas si vous avez remarqué. Non. Van Der Poel, Van Aert, Pidcock et le 4ème, du coup, on peut le noter, Alaphilippe. Alors on Ils ont attendait, bien emmené les sprints. on attendait une grande bataille. On attendait Van Der Poel qui attaque avec Van Aert qui suit derrière, Pidcock qui en met une, Alaphilippe aussi qui est dans la bataille et finalement. Van Der Poel, très bon coéquipier. Ouais, qui Très bon fait gagner poisson Philipsen. Alaphilippe qui fait deuxième derrière Roglic. Roglic. Voilà. Bon, bah, Van Aert qui tombe pas de chance, Pitcock qui tombe pas de chance, donc finalement on a. bah, du coup, voilà. Une semaine. De toute façon, ils étaient là pour faire des efforts pour les classiques. Donc, Ah, mais oui, ils ont oui. respecté les plans. Hein. Ça, je suis d'accord, mais bon. C'était de l'entraînement grandeur nature. Hein. C'était pas une course où que Van Aert voulait gagner ou Van Der Poel voulait gagner une étape ou c'était du test grandeur nature. Ouais, mais il y a 2 ans, les 3 sont là et chacun gagne une étape. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est il y a 2 ans. Hein. Je me souviens bien, Ouais, chacun ouais. était de son étape, donc on s'attendait à une petite bataille et finalement ça. Et la montagne a accouché d'une souris. Allez, ça c'est pour vous. Et ça. voilà, une de plus. Non, Ça, oui. on a- si. Oui. Non, Anthony, allez, s'il te plaît, lâche-toi sur Van Aert et sur les autres. Van Aert, il avait clairement dit. Il avait clairement dit qu'il venait et qu'il allait viser quelques étapes Ah oui, mais c'est pour bosser. Oui, pour bosser. Arrêtez un peu. D'ailleurs, tu l'as très bien et tu l'as très bien écrit dans le conducteur. Quand même costaud, parce que sur l'étape des murs. Et il roule pendant 20 bornes. Il roule pendant 20 bornes, il fait 10. Il 9 ou 10. Voilà. Il roule pour Roglic. Moi, je pense que cette étape-là, il l'avait visé. Il roule pour Roglic à la fin parce qu'il y a, je sais plus qui tombe de chez eux. Et il y a Vlasov du coup, aussi je crois- devant. Aussi, Kelderman. Ouais. Kelderman qui tombe. Ouais, c'est Kelderman qui Calder- tombe, et il y a Vlasov Calderman. devant. Enfin, voilà, il est obligé de faire Voilà, des efforts. donc il se retrouve du coup à faire l'équipier, alors que je pense que cette étape-là lui convenait parfaitement. Non, moi je l'ai dit. Pour moi, ils sont focus. Van Der Poel, Van Aert sont focus sur les classiques, les Flandres, Roubaix. Ils ont peut-être retenu aussi un peu la leçon. Van Aert l'a dit aussi, il est pas à bloc, comme tous les cyclistes. Moi, je pense simplement non, qu'ils reprennent plus gentiment que les autres années. Ils commencent à avoir des repères aussi parce qu'ils sont
pas tout neuf, mais presque quand même, faire la jonction, enfin la bascule cyclo-cross-route. Ils l'ont fait quelques années, ils y arrivaient les autres années, ils éclataient tout. On voyait du Van Aert et du Van Der Poel partout. Là, je pense qu'il y a une approche qui est un peu différente. Je pense que là, à partir je crois que c'est Grand Prix E3 qui va arriver. Je pense qu'à partir de là, on va aller vraiment voir, peut-être même Milan-San Remo. On les verra, pas à 100%, mais pas loin. J'ai une dernière Après, il y a question. la digestion de ton hiver aussi. Elle peut varier aussi Oui, d'année en année, un tout petit peu. Mais vu je sais pas, les déclarations de Van Der Poel qui a dit qu'une saison parfaite de les prochaines saisons, ce sera sans cyclo-cross tout court. Bah oui, non, mais physiquement, c'est sûr qu'à un moment, ça doit peser. Ouais. Mentalement, physiquement, quand Ouais, mais on regarde, se met des peignets tous les 2 jours, voilà, mais ça va être dans difficile. ces cas-là, regarde Pitcock. Pitcock, il a fait la saison avec eux. Il a arrêté une semaine avant eux. Avec eux derrière eux. Elle est un peu derrière eux, mais toutes les saisons, les autres années, ils ont toujours fait ça. Je l'ai vu cette déclaration. L'idéal serait de ne pas faire de cyclocross. J'ai du mal. J'ai du mal. Je sais pas si c'était pour troller ou quoi, mais je vois pas un Mathieu Van Der Poel. Non, moi je pense simplement que la forme est un peu moins bonne. Peut-être que voilà, il cherche peut-être à trouver peut-être pas des excuses, mais à trouver quelque chose à dire. Mais tu prends l'exemple de Van Aert qui a fait des gros débuts de saison les années précédentes. Tu prends l'exemple de Pidcock cette année qui a fait une saison complète de cross quasiment et qui a été gagné l'Algarve et qui gagne l'Estradé. Pour moi, c'est compatible. J'ai toujours dit. Maintenant, il faut savoir aussi des fois admettre qu'on est un peu moins bien. C'est peut-être aussi pour calmer un peu le truc parce que les gens attendaient beaucoup de lui, il les calme un peu et puis tu vas voir à partir du Grand Prix E3 ou après quand les classiques vont arriver, s'il en met partout, il dira plus que c'est de la faute au cyclocross quoi. Bon, Après, très honnêtement, dimanche sur San Remo, si Pogacar en met une, moi je vois qu'un mec capable d'essayer de suivre Pogacar sur un effort court, que ce soit Poggio ou avant sur la Cipressa. Moi je trouve que Julien est un poil en dessous. Je trouve que même Pidcock est un poil en dessous, même s'il fait une démonstration sur l'Estradé. D'ailleurs, il le dit, hein, Julien, à la fin de Tirreno, je crois que c'est à toi. Je sais pas si c'est à toi qu'il le dit, Ivan, d'ailleurs. Mais oula, je sais pas. mais je pense que les deux numéros 1 dimanche pour San Remo, les deux grandes pancartes, c'est Pogacar et c'est Van Aert, hein, vu comment il a bossé son affaire sur Tirreno, même si je trouve que c'est pas la classique qui lui convient le mieux. Voilà, je pense que ce sera les deux mecs un cran au-dessus, je trouve, à placer. Garde tes arguments pour tout à l'heure, Théo. Ne déballe pas toutes tes cartes parce que tu vas voir qu'Anthony va te les piquer et au final, il va faire un bon pari. Juste dernière chose, Rémi, c'est toi qui auras le fin mot là-dessus. La deuxième place d'Alaphilippe derrière Roglic, est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe parce qu'il a fait deuxième? C'est une bonne question ça. Je te pose la question avant qu'on passe au quiz. Alors pour le coup, l'histoire. J'étais très content de le voir deuxième. Après coup, je me dis, c'est dommage parce que la seule fois véritablement on le voit, il fait 2. Donc c'est un peu décevant. C'est plus frustrant qu'autre chose. Maintenant, Moi, je trouve que surtout sur les dernières années, cette étape-là, il la gagne. Hein. Voilà. Bah, moi, je suis plus du côté décevant de ce sens-là parce que voilà. J'espère qu'il sera à un très bon niveau. La France l'espère aussi, évidemment. On est parti pour le quiz parce que là, cette fois-ci, c'est Madine Johan Tritz, le quiz. Tu peux déconnecter, Anthony. Ouais. Oh là là. Attends, je cache parce qu'on a le tricheur à côté. C'est plus simple, je vais comprendre. Allez, c'est bon. On est parti pour le quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Le dictateur, c'est moi aujourd'hui. Alors c'est très simple ce quiz. Anthony, regarde, c'est mieux que les règles de la route du Tour, c'est plus facile. Alors, c'est simple. Il y a 10 questions. 10 questions avec 3 propositions que vous pouvez donner. Roglic, Pogacar ou les deux. C'est bon ? Ça va jusque-là ? Jusque-là, ça va. Donc c'est très simple. C'est jeu de la rapidité, donc tant pis pour ceux qui sont à l'extérieur, évidemment. Bien sûr, comme je suis l'arbitre, peu importe ce qui se passe, il n'y a pas de VAR déjà, et puis c'est moi qui décide. Voilà, donc on commence avec la première, vous êtes prêts ? Oui. J'ai gagné 2 fois Tirreno Adriatico. Pogacar. Je dirais rien tant que c'est pas bon. Enfin, voilà. Roglic. Non.
Les deux. Les deux, tout à fait. Ah, il avait déjà gagné une Et première il fois. avait déjà gagné une Ouais. première fois Roglic. My Un bad. point pour Théo. Je vais les noter parce que sinon je vais oublier et ça va faire un remous ça. Et hop là, c'est bon. J'ai gagné Paris-Nice. Les deux. Les Les deux. deux. Rémi, Les deux. c'est bon. C'est bon. J'ai gagné 3 étapes sur une même édition de Paris-Nice. Roglic. Pogacar. Les deux. Les deux, bonne réponse, Rémi, bravo. J'ai gagné 4 étapes sur Tirreno au total. Pogacar. Pogacar. On attend, Aucun. évidemment. Il n'y a pas aucun des deux. Mais c'est pas possible. Je t'ai expliqué les règles. Roglic, Pogacar ou les deux, il me dit aucun. Et après, tu dis que tu comprends pas les règles. Eh, franchement, tu prends le -1 direct. Non, bah tant pis, parce que c'était les deux. T'aurais pu. Non, qu'est-ce que j'ai dit C'était à laquelle déjà J'ai gagné 4 4 étapes. étapes au total. C'était Roglic. Voilà, tout simplement. 4 étapes sur le tour. Sur Tirreno au total. J'ai été champion de Slovénie sur route. Pogacar. Roglic. Roglic, c'est bon, qui s'est repris. Oh là là, t'as de la chance que j'ai pas donné une seule réponse. Hein. Ça, J'ai ça a été une question bonus à 5 points. j'ai été champion de Slovénie de chrono. Pogacar. Roglic. Les deux. Les deux, bonnes réponses de Rémi, qui prend la tête avec 3 points. J'ai levé les bras aux États-Unis. Pogacar. Pogacar, c'est une bonne réponse de Théo. Ah, la Tour de dernière. Californie. Alors, Ouais. l'Amgen Tour of Tour de ouais. Californie. Ouais. Tour J'ai de remporté 15 victoires en France dans ma carrière. 15 victoires au total en France dans ma carrière. Roglic. Pogacar. C'est Pogacar. Bravo Anto, incroyable. J'allais encore dire aucun. Et C'est Roglic plus est à sympa quand il faut devenir un coureur quand même. Et Roglic est à 13. J'ai été 2 fois numéro 1 UCI à la fin de l'année. Pogacar. 2 fois. Les deux. Les deux, bonne réponse de Rémi, qui s'envole donc et qui va remporter ce quiz pour la 3e fois de suite, mais j'en ai une dernière quand même pour le plaisir. J'ai passé plus de temps en tête de ce classement UCI. Roglic. Roglic. C'est Pogacar, 79 semaines contre Roglic, 75. On était Voilà tous donc d'accord. la victoire de Rémi Dos Santos qui ne s'arrête plus. Alors Non. autant en 2 années, en 2 saisons, t'en as gagné quoi Tout est pour tout, 2 je pense. Là, tu C'est t'arrêtes incroyable. plus. Tu t'arrêtes Ouais, plus. Je me fais peur. Oui, bah Non, tu mais fais peur à beaucoup de monde. la semaine dernière, je l'ai laissé gagner quand même, on peut Ah le dire. oui, ouais, bien sûr. Allez. En même temps, c'est plus facile quand on a une chance sur 3. Et ben Ouais. voilà, c'est perdu encore pour Anthony et Théo aujourd'hui. Je vais le noter, je ne l'oublierai J'ai pas. fait combien de points moi là? Alors, tu veux dire au classement des... Ah non, mais là, je suis égalité avec Théo, je crois. De quoi? Ah oui, t'es égalité avec... Tout à fait, t'es égalité avec Théo. Mais qu'est-ce que ça change en fait? Juste, qu'est-ce que ça change? Ouais, d'accord. Pour moi, c'est comme une victoire. C'est pas la dernière place en tout cas, pas totalement. Allez, les paris sur MSR, on en a déjà parlé. MSR, c'est Milan-San Remo, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est parti pour la fin de cet épisode. C'est même pas vrai. Voilà, j'ai bugué sur la fin, mais tout va bien. On va bien parler de Milan-San Remo. Alors, qui est le favori sur le papier? Alors, je vous donne les cotes avant donc le début de ce Milan-San Remo. C'était Van Aert qui était favori devant Pogacar, tout près. Ewan et Mohoric viennent derrière. Van Der Poel, Alaphilippe plus loin avec Pedersen. Pidcock encore plus loin avec Philipsen. Voilà donc pour les cotes les favoris en termes de paris pour ce Milan-San Remo. Rémi Dos Santos, la pièce va aller sur qui? Oh, il y en a d'autres. Hein. Attendez, je vais chercher en attendant, mais réfléchis. Moi, j'ai envie de dire Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, donc, qui retrouve la forme et qui donc remporte ce Milan-San Remo. Pour Anthony, c'est quoi? D'après toi. S'il dit pas l'aigle des Rentals, je pense qu'il explose de toute façon. Ah, les guides. Voilà. Qui est toujours favori à 5,50 même d'ailleurs sur le site que je viens de trouver. Donc l'aigle des Rentals, donc pas de grosses cotes pour Anthony. Et Théo, c'est pour qui? C'est le pari. Ah, c'est le pari, c'est le grand pari. Pedersen.
Très bien, Pedersen qui est à 17 et moi je vais mettre Arnaud Delis, 29. Voilà, je vous le donne, qui gagne donc très tôt. Milan-San Remo, Julien Lafilippe donc qui est à 19 et je cherche Arnaud Démarre, un peu plus loin, 67. Est-ce qu'Anthony Tout Turgis comme c'est dans le- Turgis et Arnaud Démarre en 67, notamment derrière Jonathan Milan notamment, ou Filippo Ganna, voilà, pour vous donner une Ça se estimation. tente, hein. Bah ouais. Je vous laisse mettre des pièces, hein. Moi j'ai pas un rond, mais Matej Mohoric, je le vois très haut. Je sais bien que c'est le tenant du titre, mais. et il aura toujours sa selle télescopique d'ailleurs. Je crois qu'il avait pris sa selle pour l'Estrade et pour Milan-San Remo. Il avait remis ça. Donc, Ouais, de toute façon, c'est toujours le même scénario, hein, puncher ou regroupant. Hein, c'est toujours ce qui nous anime le plus pendant les 250 km où foncièrement on s'embête un peu. Hein. On est d'accord? On Ouais, se fait grave chier, tu peux me le Ah, dire. voilà, tu peux le dire de manière normale, hein, je t'inquiète peux pas. dire que les auditeurs n'en tiendront pas rigueur à Anthony si jamais ils ne regardent pas tout le début de la course. Et pourtant, Ah bah non, mais moi je vais regarder juste après le bas du podio, le goulet au bas du podio. Je tu regarde as même raison, pas avant. tu seras au barbecue C'est un avant. ennui cette course, c'est. Enfin, voilà. C'est un monument, c'est vrai, faut pas y toucher, mais pour moi c'est juste une course de côte. Et n'hésite pas à mettre de l'argent sur c'est Peter le Sagan moment. à 80, bien sûr, Anthony. Oh, c'est 80, ouais, mieux que par exemple Tim Merlier. D'ailleurs, pas d'annonce, hein, pas encore d'annonce pour savoir si c'est Jacobsen ou Tim Merlier qui va aller du côté de Milan-San Remo pour la Soudal Quick Step. Juste des infos que je donne pêle-mêle en fin d'émission. Parce qu'aucun des deux ne gagnera, donc comme ça. Bon, d'accord, ça c'est fait, ça c'est dit. Et s'il y en a un des deux qui gagne, je peux dire que celle-là, je la ressors bien comme il faut. Merci les gars d'avoir participé à ce podcast. Merci à ceux qui étaient présents sur ce live pour avoir donné des petites indications et donné notamment Bonifacio dans les paris pour la victoire sur Milan-San Remo. Celle-là, c'est une grosse cote. Pour Clem le jeté de vélo, encore une fois, qui le disait sur le live. Merci. Et puis à très vite, hein, puisqu'on va parler de Milan-San Remo une fois que c'est terminé, tout simplement. Et puis il y aura les classiques. Donc on pourra voir Anthony Nicolas en grande forme et avec surtout une vision globale, hein, puisqu'il aura regardé les courses. Ça, c'est pas mal. Promis. Allez, salut à tous. Salut.